et d'autres qui ne sont pas là parce qu'ils habitent loin, parfois. Nous animons le Visage Vert, qui était d'abord une revue de littérature fantastique, qui est toujours une revue d'ailleurs, et qui, depuis 2008, fait aussi des volumes de ce genre-là. Et voilà, donc là, il y a un petit assortiment. Et donc, en hommage à l'auteur du Visage Vert, on nous demande souvent pourquoi est-ce que vous vous appelez Visage Vert. En fait, on s'appelle le Visage Vert parce qu'on trouve que c'est un titre amusant, qui va bien avec ce qu'on... Oui, voilà. Surtout Anne-Sylvie. Les yeux martiens. Il y a les yeux martiens. Et... voilà. Non, justement. Et donc, en fait, le Visage Vert, c'est un roman de Gustav Meyrink, qui est un auteur autrichien du début du XXe siècle. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, et on va parler du golem. Alors, je ne sais pas si c'est un roman que certains d'entre vous connaissent. Il y en a qui l'ont déjà lu. Oui. Super. Et la version de Gershon, Pardon? la version du original, le golem, le monstre avec la langue, il y avait sur le front, tout ça. Alors, c'est un élément du roman, mais ce n'est pas que ça. Donc, Gustav Meyrink est comme je vous ai dit, un écrivain du début du XXe siècle. Il a commencé par écrire des nouvelles qui étaient assez satiriques, humoristiques, et puis il a entamé vers les années 1907 l'écriture d'un roman. Il habitait à Prague à l'époque, qu'il comptait faire illustrer par son ami qui était Alfred Kubin. Et puis comme il a pris beaucoup de temps pour rédiger son roman, parce que c'était compliqué, Kubin s'est un peu lassé, et du coup il a récupéré les illustrations pour les mettre dans son propre roman qui s'appelle L'autre côté. Donc vous pouvez les voir si vous lisez L'autre côté. Et donc en fait le golem c'est un roman qui se passe à plusieurs niveaux, c'est de l'ésotérisme, c'est une sorte de roman initiatique ésotérique, mais en parallèle se déroulent plusieurs niveaux de récit, et notamment une intrigue criminelle, je dirais, qui est un peu dans le style des Mystères de Paris. Alors, sauf que là, ça se passe dans le ghetto de Prague, dans les années 1880. Et le mieux, je pense, c'est que je vais vous lire un petit extrait du roman pour vous donner une idée. Parce que je peux bien parler de Golem toute la soirée, mais je ne sais pas si ça sera aussi concluant. Donc, alors le golem, effectivement, joue un rôle assez important dans ce roman. Et d'ailleurs, on va avoir bientôt une vague description de ce personnage. Alors, c'est l'histoire du livre d'Ibourg qu'on avait raconté juste avant. Dommage que vous soyez arrivé si tard et que vous n'ayez pu l'entendre comme nous, dit Frislander. C'est ça qui l'a rendu si méditatif. Il parle de Pernat, c'est le personnage principal de l'histoire. Une histoire de livre, plus exactement l'histoire d'un homme qui lui a amené un livre et qui avait l'air très étrange. Pernat ne sait pas comment il s'appelle, où il habite, ce qu'il voulait, et bien qu'il ait eu une apparence vraiment spectaculaire, il n'est plus possible de la décrire. Svak tendit l'oreille. « C'est très étrange, dit-il après un temps de silence. Cet inconnu n'était-il pas imberbe, avec des yeux en biais ?»« Oui, ai-je répondu. Enfin bon, j'en suis tout à fait sûr. Alors comme ça, vous le connaissez ?» Le marionnettiste secoua la tête. « Il me faisait seulement penser au golem. » Le peintre Frislander laissa tomber son couteau. « Au golem ? J'en ai déjà tellement entendu parler. Vous savez des choses sur le golem, Svak ? » Qui peut dire qu'il sait quelque chose sur le golem ? Répondit Svak en haussant les épaules. On l'expédie au pays des légendes, et puis un beau jour, il se passe quelque chose dans les rues qui le ressuscite tout d'un coup. Et alors là, pendant un certain temps, tout le monde parle de lui, et les bruits se mettent à courir et finissent par prendre des proportions monstrueuses. On les exagère, et on les gonfle tellement qu'ils finissent par mourir d'eux-mêmes, tant ils sont incroyables. C'est une histoire, à ce qu'on dit, qui remonterait au XVIIe siècle. Celle d'un rabbin qui, en suivant quelques indications trouvées dans la Kabbale, et aujourd'hui perdues, aurait fabriqué un homme artificiel, le golem en question, pour se l'adjoindre comme serviteur, lui faire sonner les cloches à la synagogue et exécuter toute une série de travaux assez sommaires. Mais ça n'aurait pas donné un homme véritable. Cette créature n'aurait été animée que d'une faible vie végétative, à moitié consciente, et encore, à ce qu'on dit, seulement pendant la journée, et grâce à une espèce de billet magique qu'elle aurait eu fiché derrière les dents et qui faisait converger vers elle toutes les forces sidérales disponibles de l'univers.
Et puis, lorsqu'un soir, avant la prière, le rabbin avait oublié de retirer le sceau en question de la bouche du golem, celui-ci serait devenu complètement furieux, se serait précipité comme un fou dans les rues noires de nuit et aurait démoli tout ce qui se mettait sur son chemin. Cela jusqu'à ce que le rabbin l'ait retrouvé et se soit jeté sur lui en détruisant le billet. À l'instant même, la créature se serait effondrée, sans vie, et il n'en serait resté d'autre que la toute petite figurine d'argile qu'on peut encore admirer de nos jours dans la synagogue Vieille Nouvelle. Procope intervint. Une autre fois, le même rabbin aurait été convoqué chez l'empereur, où il aurait adjuré les spectres des morts et les aurait rendus visibles. Certains savants modernes prétendent qu'il se serait servi en fait d'une lanterne magique. Zwack ne se laissa pas décontenancer. « Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas d'explication assez nulle de nos jours pour soulever l'enthousiasme de nos contemporains. Une lanterna magica. Et quoi encore? Comme si l'empereur Rodolphe, qui s'était occupé de ce genre de choses pendant toute son existence, n'aurait pas évidemment percé au premier coup d'œil un subterfuge aussi grossier. » Voilà. J'espère que ça vous donne une bonne ambiance du roman. Voilà.